Me revoici après la pause. Donc, je me suis arrêté où? J'avais dit que, bon, d'abord, reprenons là où on était. Notre objectif à nous, c'est de faire quoi? C'est d'approcher une fonction par une série de Fourier. C'est quoi une série de Fourier? C'est tout simplement une somme de termes. Les termes sont quoi? Ce sont des fonctions fois des coefficients. On va sommer des fonctions fois des coefficients et cette somme-là va converger. Elle va tendre, en tout cas le résultat de cette somme infinie, parce que c'est jusqu'à l'infini, elle va tendre vers une fonction. On peut voir ça à l'envers. On peut dire qu'une fonction peut être approchée, ça veut dire qu'on peut dire que c'est égal à une somme de plein de fonctions, chacun multiplié par un coefficient, un chiffre, un scalaire. Okay, et ça, c'est utile. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour les fonctions périodiques, des fonctions qui sont alternatives, des fonctions qui veulent une valeur, on va dire, la valeur, enfin, bon, une fonction périodique, c'est juste une fonction qui, après une période, qui est, on va dire, une valeur de x, après une valeur de x, eh bien, on obtient la même valeur de la fonction. Et tous les x, enfin, appelons le xt, qui est la période, après chaque période, eh bien, on aura le même motif. En gros, dans une période, on a un motif qui va se répéter à l'infini. Par exemple, le motif peut être, le motif peut être ça. Après, on va dire, un, deux pas, on retient ce qu'on avait ici, etc. Voilà. Ou bien le motif peut être la suivante. Après ce temps-là, après cette période-là, eh bien, on retient le même motif. Voilà, ça c'est des fonctions périodiques, des fonctions qui se répètent, dont ils ont un motif qui se répète toutes les mêmes périodes. Et donc, c'est utile au lieu de travailler avec ces fonctions-là qui sont périodiques et qui sont discontinues, on va vouloir travailler avec des fonctions connues, comme des ficas. Des ficas, c'est des fonctions faciles à étudier, comme des polynômes, comme des sinus et des cosinus, comme des exponentielles, des fonctions qu'on sait dériver, intégrer, faire plein de choses incroyables avec eux. Et donc, c'est pour ça qu'on veut pouvoir exprimer toute fonction périodique par des sommes de sinus et de cosinus. Ça c'est un exemple de série de Fourier. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres séries de Fourier. Chacune ont des fonctions, chacune ont des fonctions, ok, qui permettent d'approcher une fonction donnée d'une certaine catégorie. Par exemple, ces sommes de sinus et de cosinus, c'est réservé que pour des fonctions périodiques. En sommant des sinus et des cosinus, on sait tendre vers des fonctions périodiques. En gros, on peut dire que ça, c'est égal à des fonctions périodiques. Ça va? Ça, c'est ce qui nous intéresse. Bien sûr, on va étudier les séries de Fourier tout d'abord de manière générale pour avoir des propriétés générales sur eux et puis on va vraiment aller attaquer ça. Ça, c'est très utile. Ces séries-là sont utiles parce qu'on va les utiliser pour résoudre des problèmes de Stirling-Liouville, des problèmes à valeur propre, des problèmes différentiels, des équations à dérivée partielle. En gros, il y a plein de problèmes où on a besoin d'avoir ces séries de Fourier pour les résoudre. Des solutions qu'on peut approcher par ces séries-là. Ça va? Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même bien étudier ça parce qu'en fait, on va utiliser ça non seulement pour approcher toute fonction périodique, c'est-à-dire dire qu'une fonction périodique est égale à la somme de ça plus ça, ok? Mais aussi pour résoudre des problèmes comme les problèmes de Stirling-Liouville, des problèmes aux valeurs propres et des problèmes aux limites, des problèmes avec des dérivées partielles, des dérivées secondaires. En gros, il y a pas mal de problèmes dans lesquels on a besoin de séries de Fourier. Et du coup, c'est quand même bien d'étudier ces séries-là parce qu'ils sont non seulement utiles pour approcher des fonctions périodiques, mais aussi pour résoudre des problèmes. Okay? Et en ingénierie, on adore résoudre des problèmes. Bon, on adore ou qu'on n'adore pas, c'est notre boulot. Ok, du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Du coup, ça c'était notre goal, notre objectif. Pour cela, il faut, comme tu peux le voir ici, ça ressemble à une combinaison linéaire, on est d'accord? C'est une somme de coefficients fois un vecteur. Un vecteur, ça peut être une fonction, une matrice, une suite, ou encore voilà. Il y a plein de choses qu'on peut appeler vecteurs. Ce sont des éléments, comme ici des fonctions trigonométriques, ce sont des éléments qui appartiennent à un espace vectoriel. Ce sont des éléments qui appartiennent à un espace vectoriel. Et les éléments qui appartiennent à un espace vectoriel sont des éléments où, quand on additionne deux éléments de cet ensemble-là, eh bien, on obtient un élément de l'ensemble.
Ok? Par exemple, si tu fais cosinus fois cosinus plus cosinus, tu obtiens toujours une fonction trigonométrique. Cosinus plus sinus, tu obtiens toujours une fonction trigonométrique. Cosinus plus tangente, de même. En gros, c'est ces fonctions où quand tu les sommes entre eux, tu obtiens une fonction qui sont de la même famille. Bon, j'ai des fonctions, j'aurais dû déjà faire vecteur. Bon, voilà. Vecteur, c'est le nom donné à des éléments appartenant à un espace dans lequel, quand on additionne deux éléments de cet ensemble-là, entre eux, on obtient, pardon, on obtient un autre élément de l'ensemble. C'est ça un espace vectoriel. Et donc, on voudrait avoir, parce qu'en fait, cette structure-là, une combinaison linéaire. Déjà ça, on peut l'écrire autrement. Hein. Ça, on peut dire que ça somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de quoi? De ak cosinus de oméga 0 kx plus bk sinus de oméga 0 kx. Okay? Ça, c'est juste une même somme. Hein. Du coup, voilà. Je disais, ça, c'est juste une combinaison linéaire, mais infinie. Dans les espaces vectoriels qu'on a vus en BA1, on a vu que la combinaison linéaire est définie. On se met un nombre fini de termes. Là, c'est un nombre infini de termes. Dis-toi qu'il y a plein de termes qu'on va additionner entre eux, mais les termes sont infinis. Le nombre de termes est infini. Et donc, voilà. Du coup, ça ressemble à une combinaison linéaire. Du coup, on voudrait quand même… l'endroit où on connaît très bien les combinaisons linéaires, c'est dans les espaces vectoriels. Espace où il y a des éléments appartenant à un ensemble qui respectent des axiomes comme quand on additionne deux éléments entre eux, eh bien, ils restent dans le même ensemble. Et voilà, c'est pourquoi il nous faut un espace vectoriel. Okay. Mais avant ça, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a dit que, ok, il nous faut, avant même de parler d'espace vectoriel, déjà, construisons un ensemble de fonctions, okay, qui à la fois sont continues et discontinues. On voudrait travailler avec des fonctions discontinues aussi, pas que avec des fonctions continues. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a des signaux périodiques qui sont discontinus. Ça, c'est discontinu. Ça, c'est discontinu. Par contre, par exemple, ça, par contre, c'est continu, ça. Tu vois, c'est périodique, mais c'est continu. Voilà. Il y a des fonctions périodiques continues et discontinues. Et du coup, on voudrait quand même travailler avec tout type de fonctions, que ce soit continu ou discontinu. Eh bien, on va créer un ensemble qui réunit à la fois des fonctions continues et discontinues. Bien sûr, dans n'importe lequel, pas toutes les fonctions peuvent appartenir à cet ensemble-là qu'on va créer. En fait, cet ensemble-là qu'on va créer, qui s'appelle L carré, c'est un ensemble qui doit respecter des critères, bien sûr les critères qui vont faire que ce soit un espace vectoriel. Mais avant tout, on voulait juste créer un ensemble de fonctions où si tu respectais certaines règles, eh bien, tu es dans cet espace-là. Pour faire simple, on a créé un espace vectoriel, okay, qui regroupe à la fois des fonctions continues et discontinues. Okay. Mais pour que cet espace soit vectoriel, il y a des règles qu'on a fixées pour que les fonctions qui sont dans cet ensemble-là, L carré, doivent avoir. La première règle, c'est quoi? C'est que chaque fonction appartenant à cet ensemble de L carré, c'est un ensemble qui regroupe des ensembles complexes, des fonctions continues et des fonctions discontinues, il faut que le module de chaque fonction, leur intégrale soit finie. En gros, l'intégrale de la valeur absolue d'une fonction appartenant à L carré doit donner une valeur constante et pas infinie. Okay. Donc voilà, ça c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est similaire à la première, sauf qu'ici, on dit que le carré… Je ne sais pas si je pars trop fort. Okay, c'est pas grave. Le carré de cette valeur absolue doit aussi être intégrable. En gros, ça veut dire que son intégrale doit aussi être donné une constante. Et voilà, ça c'est les deux règles qu'on fixe pour qu'une fonction appartienne à l'ensemble des L carrés. Et tu vas voir que ces deux règles-là vont nous aider à faire quoi? À prouver que ce L carré est un espace vectoriel. C'est comme si on a créé artificiellement un espace qui regroupe des fonctions qu'on veut nous, mais on fixe une règle pour que cet espace-là soit un espace vectoriel. Parce qu'une fois que c'est un espace vectoriel, une fois qu'il rejoint la team des espaces vectoriels, eh bien, on va utiliser tout ce qu'on connaît en algèbre linéaire pour faire des choses là-dedans, pour travailler avec ces fonctions-là.
Ok. Et une des choses importantes en algèbre linéaire qu'on voudrait utiliser ici pour parler de séries de Fourier, c'est la combinaison linéaire. Ici, tu vois que ce sont des combinaisons linéaires mais infinies. Mais ça reste quand même des combinaisons linéaires. On voudrait quand même avoir ce résultat incroyable pour pouvoir travailler pour pouvoir faire ça, quoi. Tu vois, pour faire ça, il faut que la notion de combinaison linéaire soit entre nos mains. Pour cela, il faut un espace vectoriel, ce qu'on a déjà, grâce aux critères qu'on a imposés aux fonctions qui doivent appartenir à cet ensemble-là, qui est qu'ils doivent être intégrables et leur carré doit être intégrable. Avec ça, là, tu vois que la somme de deux fonctions qui sont intégrables, enfin, qui appartiennent à L carré, le sont. Et quand on multiplie une fonction qui appartient à L carré par un scalaire, ça reste toujours dans L carré. Ça, c'est la définition d'un espace vectoriel. La somme de deux éléments de cet espace-là reste dans cet espace-là. Et la multiplication par un scalaire d'un des éléments de cet espace, la multiplication par un scalaire de tout élément de cet espace-là doit rester dans cet espace-là. Et voilà. Ça, c'est bon, on a ça. Du coup, maintenant, on peut utiliser cette notion incroyable qui est la combinaison linéaire. Le fait de dire que, le fait d'additionner des éléments d'un espace vectoriel en multipliant chaque terme par des coefficients. Ça, c'est une combinaison linéaire. C'est ce qu'on a ici en réalité. Coefficient fois un élément d'un espace, un vecteur qui est un élément d'un espace vectoriel. Et ici, les vecteurs sont quoi? On verra après. On va appeler les vecteurs pour l'instant phi k. Okay, ce sont des vecteurs fonctions. En gros, des fonctions qu'on voit comme un vecteur. Enfin, un vecteur, ce n'est pas vraiment la flèche là que tu vois. C'est tout élément appartenant à un espace vectoriel. Et une fonction de la classe L carré est un vecteur parce que la classe L carré, l'ensemble des fonctions de carré sommable, cet ensemble-là, cette classe-là, est un espace vectoriel. On va le voir maintenant. Et donc, on peut appeler ça vecteur. Du coup, là, on voit qu'il y a un coefficient fois un vecteur. Et du coup, on voudrait quand même démontrer que quand on projette un élément de L carré sur un vecteur de base, on obtient un coefficient. Mais avant cela, parlons un peu de cette notion de base. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait utiliser cette propriété incroyable qui était la combinaison linéaire, mais en réalité, ce que je voulais dire par là, c'était les bases. J'ai ma langue à fourcher, mais la combinaison linéaire est aussi incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est les bases. La base, c'est quoi? C'est juste un ensemble d'éléments avec lesquels on peut construire tous les ensembles. Je recommence. Une base, c'est un ensemble de vecteurs appartenant tous à un espace vectoriel, tel que, avec tous ces vecteurs-là, on peut exprimer tous les autres vecteurs de cet ensemble vectoriel. En gros, tous les autres vecteurs de cet espace vectoriel peuvent être exprimés comme des sommes de ces vecteurs élémentaires qu'on appelle des vecteurs de base. Dans l'espace des vectoriels R carré, la base était quoi? C'était, je l'ai mis quelque part. La base, on avait vu que c'était E1 et E2, des vecteurs unitaires du repère orthonormé, ici, de R carré. Okay. Ça, c'était la base. Okay. Tout vecteur appartenant au plan R carré, eh bien, on peut l'exprimer en somme de ça et ça. C'est ce qu'on a vu ici. Ici, un vecteur x quelconque, eh bien, égal à quoi? À alpha E1 plus bêta E1. Okay, tu vois? Du coup, alpha E1, c'est quoi? E1, c'est ça, et E2, c'est ça. Ce sont des vecteurs unitaires avec lesquels tu peux avoir tout élément du plan. Okay, pour ça, tu multiplies ça là par des valeurs et tu additionnes à ça aussi. Et voilà. Mais nous on n'est pas dans R carré. R carré, c'est un ensemble fini. Okay? Nous, on est dans un ensemble infini. Parce que là, on est dans l'ensemble des fonctions. Les fonctions sont infinies. Enfin, ils sont de dimension infinie. Parce que les réels, c'est infini, quoi. En gros, je ne vais pas aller dans ces détails-là. Du coup, voici ce qu'on veut faire. Dans le vecteur, ce qu'on faisait, c'était qu'on projetait un vecteur, un élément, sur un des vecteurs de base. Si on le projette suivant x, on a Vx fois 1x. Si on le projette suivant y, on aura Vy plus 1y. Et voilà. Eh bien, on veut faire la même chose avec les fonctions appartenant aux classes L carré. Pourquoi? Pour pouvoir avoir un truc comme ça, ck fois φk. On voudrait arriver à là. Pour cela,
étudiant ce que l'on appelle la projection parce que c'est là que ça vient. Ça, c'est la somme des projections que tu as pour… typiquement, quand tu as un plan et tu as un vecteur qui sort du plan, eh bien, ce vecteur-là, tu le projettes dans le plan. Eh bien, c'est quoi? Sa projection, c'est quoi? C'est une combinaison linéaire des deux vecteurs de base du plan. C'est ça, quoi. Et ça, c'est une somme. Du coup, on somme quoi? Tu projettes. Et ça, là, c'est quoi? C'est la somme de ça plus ça. Bien sûr, chacun multiplié par un scalaire. Et voilà. Somme de vecteurs élémentaires fois chacune des scalaires. Ok. Du coup, étudions un peu, c'est quoi la projection d'un vecteur appartenant à L carré. Bon, ici, je vais fermer les bornes d'intervalle. Ok. C'est quoi la projection orthogonale de ça? En gros, ça, c'est quoi? C'est phi k fois un coefficient. Parce que tu vois, quand tu projettes ça ici, tu obtiens un vecteur qui est parallèle, qui est confondu à phi k. Ok. Donc, ce nouveau vecteur-là, c'est quoi? C'est la projection de f. C'est la projection de f sur phi k. C'est le bleu que j'ai mis ici. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre en rouge, mais c'est ça le bleu que j'ai mis ici. Attendez, j'efface ça un peu. Voilà. Voilà. Ok. Du coup, je vais quand même l'effacer. En rouge, je mettrai ça. Voilà. Ça, c'est la projection du vecteur f sur phi k. Okay. C'est un vecteur qui est parallèle à la direction de phi k. Okay. Et vu qu'il est parallèle ou bien confondu ici, eh bien, on peut dire que ça, c'est quoi? C'est juste un multiple de phi k. Par exemple, c'est 1 demi de phi k, 1 quart de phi k, 3 demi de phi k, 90% de phi k, tu vois? C'est un multiple de phi k ici. Donc, on peut dire que la projection orthogonale, la projection orthogonale de f sur phi k est définie par est égal à quoi? Est définie par quoi? Un coefficient ck fois phi k. Ça, c'est ce que vaut la projection orthogonale de f. En gros, on te dit que la fonction f ici, si tu le mets suivant phi k, tu obtiens un vecteur qui lui est collinéaire, qui lui est confondu. Du coup, c'est un multiple de ce vecteur-là. Donc, multiple de ce vecteur-là. Okay. Et il faudrait encore trouver ce que vaut le ck. Okay. Ce projection orthogonale, en fait, il est perpendiculaire. Non. Il faut que cette… Attendez. Il faut que ça là fois ça… Enfin, okay. En fait, maintenant, il faut encore trouver c'est quoi ck. Phi k, on le connaît, c'est ça. C'est connu, tu vois. Mais voilà, quand on projette une fonction sur un vecteur, ok, enfin, quand on projette une fonction sur une autre fonction, eh bien, on a un coefficient fois la fonction sur laquelle on l'a projeté. Il faudrait encore trouver c'est quoi la valeur de ce coefficient. On est d'accord que si on le trouve, eh bien c'est bon. On connaît le f suivant ça. Pour trouver ce ck, c'est simple. Hein. On va utiliser le fait que ce vecteur-là qui est là, ça là, c'est quoi? C'est f moins la projection de ça, quoi. En gros, ça là, c'est quoi? C'est un triangle. Hein. Du coup, si ce vecteur-là, tu l'inverses de sens, tu le tournes, on va dire, tu obtiens ça plus ça égale à ça. La relation de Charles qu'on a vu en secondaire. Du coup, si tu prends ça et tu le retournes, tu obtiens un vecteur comme ça, et tel que ça, plus ça fait ça. Du coup, ça là, ce vecteur-là, c'est quoi? C'est f moins, du coup, plus l'opposé de ça, quoi. Du coup, c'est moins la projection de f sur phi k qui est ck fois phi k. Moins ck fois phi k. Ok? Et voilà. Bien évidemment, ah oui, ok. Je vais trop vite. Là, je vous parle de produit scalaire, non, de projection orthogonale ou bien de combinaison linéaire, mais j'ai oublié de parler d'une chose fondamentale pour les espaces vectoriels. Tout espace vectoriel possède une base, un ensemble de vecteurs qui exprime tous les autres vecteurs de cet ensemble vectoriel, de cet espace vectoriel. Une base, c'est… Du coup, ici, la base ici pour R carré, c'est E1 et E2.
E1 et E2, ce sont les vecteurs de base. Et du coup, il nous faut aussi des vecteurs de base pour L carré pour pouvoir faire un peu, pour pouvoir avoir des ficas où on peut projeter le F dessus. Et donc, la base ici, on va l'appeler base parce qu'en fait, une base, ça signifie que, on voit, une base, ça signifie que les éléments de cet espace vectoriel sont finis. Or, une fonction n'est pas à une dimension infinie. Et même si ça, tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Juste retiens que ici, on ne va pas appeler ça des bases, on va appeler ça des systèmes. On va dire qu'un système, c'est comme une base, c'est un vecteur, c'est une infinité de vecteurs qui vont exprimer tous les autres vecteurs de l'espace. Ici, par exemple, on a phi k, tel que k appartient à n. Le fait que je dise que k appartient à n, ça veut dire que k prend toutes les valeurs naturelles de 0 jusqu'à infini. Et du coup, phi k, il y a une infinité de vecteurs. En gros, il y a phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5, jusqu'à phi infini. Ça va? Et du coup, voilà. C'est comme si tu avais, tu vois, en algèbre linéaire, dans le vecteur, on voyait que il y avait, le V, c'est quoi? C'est V1, V2, jusqu'à Vn, tu vois? Ça c'est un vecteur. Excuse-moi. Je ne voulais pas montrer un vecteur, je voulais montrer une base. La base V, non, la base de E, qui est la base canonique, c'est quoi? C'est E1 jusqu'à En. Ça c'est une base de l'espace vectoriel Rn. Ok. Et voilà. Il y a il y a En vecteurs. Il y a n vecteurs qui forment la base de cet espace vectoriel Rn. Et ici, la dimension, c'est-à-dire le nombre de vecteurs de base, est n, parce qu'on a Rn. Sauf qu'ici, L carré, c'est pas, elle a une dimension infinie parce qu'elle contient une infinité de fonctions. Ici, il y a un nombre fini de vecteurs qui forment tous les autres vecteurs de cet espace. Ici, une fonction, il y en a, en fait, une fonction dépend d'une variable. Et donc, la variable, elle est continue, elle est de réelle, et donc c'est une infinité de valeurs possibles. Donc, phi k ici, par exemple, c'est pour dénombrer, on va dire, ces nombres de fonctions qui forment une base. C'est comme si tu avais, par exemple, ici phi 1 jusqu'à phi n, mais pas fini, jusqu'à phi infini. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut bien comprendre que ici, E1, l'indice ici va de 1 jusqu'à n, ou bien de 0 jusqu'à n, comme tu veux. Sauf que, lui, le k, en fait, ces valeurs, c'est quoi? Ces valeurs, sont des entiers, non, des naturels. 0, 1, 2, jusqu'à infini. Lui, c'est même pas ça. Lui, on va dire que E, c'est quoi? C'est l'ensemble des EI, et I n'appartient pas à n. Il est égal à 1 jusqu'à n. Tu vois? Avant, on avait ça. I égale à 1 jusqu'à n. Par contre, ici, les éléments de base, on va dire, de cette base, ils n'ont pas, c'est pas 1 jusqu'à n, c'est 1 jusqu'à infini parce que le n, c'est vraiment l'ensemble de données naturelles. Ça va jusqu'à l'infini. Donc, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça une base, mais plutôt un système. Parce qu'il y a une infinité d'éléments, à cette base. Ok. Et chaque élément est une fonction. Vous vous suivez là? Maintenant qu'on a défini, c'est quoi un système? Il y a plusieurs types de systèmes. Mais en tout cas, les systèmes, ils jouent le même rôle que les bases. Une base, c'est utile pour exprimer tous les éléments d'un espace vectoriel. Mais du coup, un système va faire la même chose. Sauf que les éléments de cette base vont servir pour exprimer tous les éléments, l'espace, c'est L carré. Et donc voilà. Mais il y a plusieurs types de systèmes. Il y a les systèmes qu'on appelle les systèmes orthogonaux. Attendez, je prends une chaise. Il y a les systèmes qu'on appelle les systèmes libres. Ces systèmes où les phi k, on va dire, sont linéairement indépendants. Et c'est comme si tu avais des vecteurs comme ça, enfin des vecteurs qui ne sont pas
qui ne sont pas multiples de l'un ou l'autre. Chaque vecteur est vraiment séparé. Enfin, en gros, tu n'as pas deux vecteurs qui sont comme ça. Chacun est il y a un peu d'espace entre eux. Chacun est libre, on va dire. Chacun a une direction. Il n'y a pas un qui est multiple de l'autre, ou bien qui suit sa même direction. Chacun est libre. Et donc voilà. Et du coup, on parle de système libre si tous les éléments FICA dans le système-là, eh bien, ils sont libres. Les éléments ils sont libres. Aucun ne s'exprime en composition linéaire de l'autre. C'est un peu ce qu'on a vu dans les familles libres, ou bien parties libres, dans l'algèbre linéaire au début. Voilà. Et du coup, voilà. On dit aussi qu'il y a les systèmes orthogonaux. Ce sont des systèmes qui ont des vecteurs FICA qui sont chacun orthogonaux l'un à l'autre. Par exemple, ça là, c'est une base orthogonale. Mais bon, ici, c'est un système parce que, dis-toi que ça là, il y a une infinité qui sont orthogonales les uns les autres. Et du coup, voilà. Et du coup, quand tu as ça comme système, on appelle ça un système orthogonal. Et c'est tout. En gros, c'est un système où le produit scalaire de phi k avec phi l, eh bien, ce produit scalaire-là est égal à 0. Pour tout k différent de l. Non, pour tout k et l tel que k différent de l. En gros, pour toutes les valeurs de k et de l telles que k est différent de l. Et voilà. Et voilà. En gros, c'est par exemple, si je prends la base de R cube, eh ben, le produit scalaire entre ça et ça, c'est 0. Le produit scalaire entre ça et ça, c'est 0. Ça et ça, c'est 0. En gros, chaque vecteur est orthogonal, donc leur produit scalaire entre chacun est égal à 0. C'est ça que veut dire ça. Et tu as le Graal, qu'on appelle les systèmes orthonormés. En gros, ce sont des systèmes qui valent soit 1. En gros, c'est égal à ça. Ça c'est quoi? Ça vaut 1 si k égale à l, ou sinon ça vaut 0. En gros, ce sont en gros, si tu veux, hein, c'est un système orthogonal, un système où les éléments sont chacun orthogonaux entre eux, mais ils sont tous normés. On va dire, ils sont tous normés. En gros, le produit scalaire entre ça et ça fait 1. En gros, ce sont des éléments dont leurs normes valent 1. C'est ça un système orthonormé. Des fonctions dont leurs normes valent 1. Bon, ici, la norme d'une fonction, c'est quoi? C'est la racine carrée d'une intégrale. Et si ça vaut 1, c'est que l'élément, il est normé. Ok, du coup, voilà, ça c'est un système. Et voilà, maintenant, on va utiliser ce système pour construire une base, enfin, pour parler de la composition linéaire. Et du coup, je reviens à ce que j'avais dit au début. Donc ici, on a ça là, f moins phi k, parce que si tu prends ça, tu mets comme ça, et ben ça plus ça fait ça. Et ça, c'est quoi? C'est juste ça plus l'opposé de ça, parce qu'on l'a tourné. Et donc ça là, il est orthogonal à phi k. Okay? Bon, au lieu de dire phi k, on va prendre une projection de phi k sur... Non, projection de f sur phi k. Autrement dit, c'est k phi k. Pourquoi? Pour pouvoir isoler le phi k. Du coup, on va utiliser la propriété de l'orthonormalité pour retrouver la valeur de phi k. C'est ça que je veux, moi. Parce que comme ça, on peut parler de série de Fourier. Et pour ça, il faut savoir comment on trouve les coefficients de la projection de un vecteur fonction sur une autre fonction vecteur. Enfin, je ne sais pas, tu as compris. Et du coup, voilà. Et donc, on obtient... oui. Du coup, c'est parti, j'écris. Hein. Je vais effacer ça en haut et je vais écrire en haut. Et donc, vu que f moins ck phi k orthogonal ou bien perpendiculaire à ck phi k, je pense. Hein. Non. Orthogonal à phi k, pardon. Du coup, non, juste ça en fait. Parce que le ck phi k, on a déjà ici. Du coup, pas besoin de prendre ça, ce sera redondant. Prenons juste le phi k. En tout cas, c'est orthogonal aux deux là.
Mais on prend le FK parce que comme ça, on peut trouver le CK facilement. Ok? Du coup, voilà. Si, vu que ça, c'est orthogonal à ça, donc leur produit scalaire vaut 0. Ok? On a déjà vu linéaire, on a vu que le produit scalaire était linéaire. C'est-à-dire que le moins ici devient f phi k moins ck phi k phi k. Ça, je te renvoie à ton cours de algèbre. En gros, quand tu as f plus g h, c'est égal à quoi? C'est égal à f h plus g h. Ok? Et quand tu as lambda f g, c'est quoi? C'est lambda f g. Ça c'était deux propriétés qu'on a vues en algèbre linéaire et que j'ai utilisées ici. En gros, ici, on a ça là qui est un moins, c'est comme un plus moins. Du coup, on sépare ici. En gros, tu as compris quoi. Tu mets tu coupes en deux et puis tu mets le CK dehors qui est ici. D'abord, ça là, c'est quoi? C'est ça fois ça. D'abord ça avec ça et puis plus ça là avec ça. Et ça là avec ça, je mets le coefficient moins CK dehors et j'obtiens moins CK dehors ici. Et donc,